Bonjour, avant de commencer, est-ce que je peux vous demander un petit peu de vous présenter, quel est votre profil? Bien sûr, donc Olivier Tijoux, donc j'ai en charge les activités d'Enodo pour la partie francophone de l'Europe, de l'Afrique et également de la Russie, qui est une région émergente pour nous. Et alors, vous avez un profil plutôt technique ou plutôt commercial, ou quel est votre profil au départ? On va dire un petit peu un mix des deux. J'ai un profil à l'origine d'ingénieur télécom. Et donc j'ai évolué dans des fonctions plutôt techniques, puis avant-vente, puis commerciales. Et alors, que propose la société d'Enodo? Alors Denodo est un éditeur de logiciels américain avec un ADN européen très fort, puisque le fondateur est espagnol et qu'une bonne partie de la R&D est en Espagne, donc c'est la Spanish Tech, on va dire. Donc Denodo est un éditeur dans le domaine de la data. Okay. Donc on propose une technologie qui permet de virtualiser les données. Donc en gros, le principe, c'est d'offrir une vue des données consommables par des gens qui ont besoin, voilà, différents métiers qui ont besoin de consommer la donnée, que ce soit des data scientists, des gens qui font du reporting, des applications d'intelligence artificielle, etc. Donc on offre quelque part une photo de cette donnée, mais sans la stocker. C'est-à-dire que derrière, nous, on va se connecter aux différentes sources de données qui sont souvent éclatées chez nos clients. Et donc on va aller se connecter aux différentes sources et on va être en mesure de ramener cette donnée finalement, d'exécuter des requêtes sans avoir à la déplacer, sans avoir à la stocker physiquement. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et qui est adopté de plus en plus par les grandes organisations. Est-ce que vous fonctionnez particulièrement dans le cloud? Est-ce que votre offre elle est dans le cloud et uniquement dans le cloud? Pas seulement dans le cloud, donc souvent nos clients démarrent, enfin notre technologie fonctionne aussi bien dans des infrastructures on-premise que dans le cloud ou dans plusieurs clouds. Okay. L'idée c'est d'offrir une porte d'entrée finalement à la donnée, quel que soit l'endroit où physiquement elle est stockée. Donc, la plupart de nos clients ont des données à la fois encore on-prem, donc dans un écosystème SAP par exemple, dans des vieilles applications, des vieilles bases de données, et de plus en plus vers le cloud ou vers des clouds. Donc typiquement, un client va avoir beaucoup de données dans du SAP, dans du Google Cloud, dans la AWS, mais également des choses, des fichiers Excel ou des choses qui sont un petit peu à droite à gauche. Quel est le profil type de vos clients? C'est plutôt des grands comptes donc? Alors, on apporte de la valeur quand l'écosystème data est compliqué et distribué, d'accord? Donc, effectivement, ce sont plutôt de grandes organisations, donc de grands groupes, privés ou publics, d'accord? Donc, ça peut être, tout le secteur public est finalement fait face au même type de challenge d'avoir une donnée éclatée un petit peu partout. Voilà, on n'est pas lié à un domaine particulier, mais nos clients sont aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Combien ça coûte, des idées de coûts par exemple? Alors, je ne peux pas partager là les prix, effectivement, mais l'idée c'est d'avoir on a un prix qui est à l'abonnement, donc en fonction quelque part, qui est lié à la valeur qu'on peut offrir à nos clients, donc c'est en fonction de la capacité finalement de notre serveur. Et donc, voilà. C'est combien de personnes en France, d'Enodo par exemple? Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. On est en train de grossir, donc on cherche à recruter et à augmenter nos équipes. Donc je passe le message au passage. Bien reçu. Et alors, je crois que vous avez travaillé sur de la prospective un petit peu pour l'AD 2021 et vous en avez tiré trois idées forces. Oui, effectivement. Ce que l'on peut voir, parce que il se trouve qu'on est un peu à la croisée des chemins, on va dire, dans l'écosystème de la data. Donc la data, c'est le nouvel or noir, c'est au centre des préoccupations de toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins et on voit tout un tas de phénomènes finalement se produire et des tendances qui se dessinent et qui ont été accélérées, on en parlera peut-être par la crise du Covid.
Donc nous, on voit se dessiner plusieurs tendances et plusieurs challenges autour de la donnée. La première est liée à l'agilité, finalement, qui a été un peu perdue dans la capacité à accéder à de la donnée et accéder à de la donnée, on va dire, temps réel. D'accord. L'écosystème, depuis que la donnée existe, a toujours fonctionné, on va dire, par réplication physique de cette donnée au fil du temps. Il y a eu des phases de data warehouse, des phases de data lake, et toute la folie autour du big data et du data lake, et maintenant vers le cloud. Souvent, on a promis quelque part une solution un peu miracle en disant voilà, on va tout mettre dans un data lake, ça va tout résoudre. Maintenant, on va mettre tout dans le cloud, ça va tout résoudre. La réalité, c'est que la donnée, elle reste un peu éclatée dans ces différentes technologies, qui est l'héritage de ces vagues technologiques. Mais la demande, et en parallèle, la demande sur ces données, elle ne fait que s'amplifier. Et aujourd'hui, les métiers demandent d'avoir une donnée plus vite et le plus temps réel possible, d'accord. C'est fondamental pour se digitaliser, c'est fondamental encore plus en période de crise. Et en face, quand ils se tournent vers le Chief Data Officer, quand ils se tournent vers le responsable data côté IT, ce même métier fait face à des délais qui sont de moins en moins acceptables. Donc on parle de semaines, parfois de mois. Donc il y a un vrai sujet sur cette capacité à accéder vite à la donnée, donc à cette agilité qui s'est un petit peu perdue. Donc, voilà. Au-delà de l'accès à la donnée, est-ce que vous allez jusqu'à faire des applicatifs ou des usages, par exemple, autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous fournissez également une analyse, un applicatif en plus de la gestion de données? Alors non, on ne va pas jusqu'à fournir des applications qui consomment ces données. On met à disposition la donnée, donc dans des délais très courts, donc avec une agilité qui est sans égale, mais on ne va pas fabriquer, nous, l'application. En même temps, dans notre plateforme, il y a ce qu'on appelle un data catalogue, donc qui va donner finalement une vue des données consommables de l'organisation. Une sorte d'API? Voilà, donc la donnée, on peut l'APIser pour qu'elle puisse être consommée par n'importe quelle application. Et voilà, si on parle d'intelligence artificielle, par exemple, toutes ces applications-là ont besoin de consommer de la donnée et de la donnée qui est la plus fraîche possible. C'est toujours pareil. Donc on va quelque part motoriser ou alimenter ce type d'application, donc sous la forme d'API, par exemple. Et à côté de ça, et ça c'est plutôt pour les utilisateurs métiers qui vont faire de l'analytique par exemple, qui vont faire de la data science, finalement on leur facilite la tâche puisqu'on leur met à disposition ces données, quelle que soit leur provenance, donc pour qu'ils n'aient pas à se préoccuper d'où vient cette donnée et de faire du travail, on va dire, technique, d'extract, etc., comme ils faisaient avant. Et ce qu'on apporte pour cette population-là, c'est ce qu'on appelle un data catalogue, donc c'est finalement un point d'accès unique à la donnée qui leur permet de faire des recherches, d'identifier ce qui les intéresse pour pouvoir directement la consommer. Donc on est dans ce qu'on appelle un catalogue opérationnel, c'est-à-dire qu'on recense ces données consommables. Il est graphique ou alors c'est en mode MySQL ou mode SQL par exemple avec des commandes, et c'est des commandes natives ou c'est des commandes standards de type SQL? Alors, on s'appuie sur le standard SQL, enfin, la philosophie de la technologie. On n'a pas réinventé la roue en ce qui concerne le langage. On apporte beaucoup d'intelligence derrière, mais effectivement, vous pouvez faire des requêtes comme si vous aviez une base de données finalement au local, et charge à nous derrière d'exécuter cette requête de manière intelligente et optimisée pour aller chercher la donnée qui est répartie à droite et à gauche dans plein de sources différentes. D'accord. Mais on a également une interface plus graphique, donc avec un portail d'accès à la donnée qui vous permet de faire des recherches, de sélectionner les données qui vous intéressent, de faire des rapprochements de ça de manière graphique. Donc après, ça dépend de la typologie de l'utilisateur. Les data scientists vont vouloir peut-être accéder de manière, soit via une API, soit en SQL. Et des gens qui font du reporting, ils vont plutôt passer par une interface web qu'on propose également. La deuxième chose que vous mettez en avant pour 2021, c'est la souveraineté. Et alors ça m'a interpellé un petit peu parce que je me dis, sans déplacer les données, en les laissant au même endroit, en virtualisant juste, comment vous intégrez dans cet aspect souveraineté? Alors c'est un sujet effectivement qui est passionnant et hautement effectivement très brûlant. Donc le principe, c'est que dans la mesure où vous offrez en fait une vue virtuelle de vos données, on devient une sorte de point d'accès à la donnée. Hyper agile, c'est-à-dire qu'intrinsèquement, on a décorrélé finalement l'accès à la donnée de son stockage physique. D'accord. Donc on laisse la donnée où elle se trouve. Okay.
Et ça offre plein d'avantages, en particulier sur, on va dire, la sécurité et derrière, donc mécaniquement, la souveraineté. Quelque part, on sert un peu de porte d'entrée sécurisée, d'accord, et gouvernée à cette donnée. Donc, que derrière cette donnée soit toujours dans votre data center, ou chez Google Cloud, ou demain chez Alibaba, parce que vous vous fâchez avec Google, et après-demain chez AWS, finalement, c'est transparent. Donc, quelque part, ça permet à nos clients, à nos CDO, enfin, les CDO chez nos clients, ou les responsables data, ou les DSI, de reprendre un petit peu la main sur qui peut accéder à quoi, et derrière, de stocker, avec les bons critères, hein, la donnée avec le bon fournisseur. Et donc, ça permet de vraiment contrôler, justement, et de reprendre la main sur cette question de souveraineté, parce que voilà, comme vous décorrélez finalement les deux, ça vous permet de moins dépendre d'un seul fournisseur où vous allez stocker physiquement les données. D'accord. Je n'ai pas envie de me fâcher avec Google, rassurez-vous. Et je crois que le troisième point que vous mettez en avant concerne la sécurité. Absolument, donc qui est un petit peu lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit en fait ces transitions du dataware vers le data lake, puis du data lake vers du cloud ou plusieurs clouds, mais on exerce tout un tas de challenges autour de la sécurité. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, où finalement l'accès à la donnée était relativement contrôlé parce qu'il y avait assez peu de sources physiques et que c'était bien maîtrisé par les gens de l'IT, là, du fait de cette donnée qui est de plus en plus éclatée et qui en plus maintenant part vers l'extérieur, vers des clouds publics, etc., rend le challenge encore plus grand. D'accord. Et donc, certains de nos clients nous utilisent vraiment comme la porte d'entrée finalement à la donnée. On est en mesure de renforcer ces aspects de sécurité et d'apporter un niveau de granularité beaucoup plus fin et qui permet aux gens de la sécurité et aux gens du data office, par exemple, de définir qui peut voir quel jeu de données, d'accord, de pouvoir ensuite tracer qui a utilisé quoi. Donc pour tout un tas de raisons réglementaires, au-delà de la sécurité pure, c'est également en termes de gouvernance et de la donnée, ça permet de vraiment reprendre la main et de bien comprendre, de bien tracer, quoi. Concernant la sécurité, deux questions, presque en une. Est-ce que vous vous intéressez à la nature des données dans cet aspect sécurité? Par exemple, savoir si dans ces données, il y a des virus ou des malwares. Et est-ce que, par exemple, si vous avez des accès par déni de service sur les données, vous les bloquez? Alors, nous, on va finalement appliquer se conformer aux protocoles de sécurité qui sont en place dans les organisations. Notre force, c'est de pouvoir unifier ça et de pouvoir le gérer de manière unique et plutôt que d'avoir à le gérer dans chaque sous-plateforme, on va dire au sud, c'est-à-dire dans les sources de données, et au nord, dans les applications utilisatrices. D'accord. Donc on va s'insérer dans les protocoles et dans la police, quelque part, de sécurité qui est en place. Et donc si dans ces protocoles-là, il y a tous ces mécanismes, on va bien sûr les appliquer. On n'a pas vocation, nous, à aller regarder la nature de la donnée. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est, à la volée, pouvoir anonymiser certaines données, d'accord, pour offrir une photo, on va dire, floutée, entre guillemets, de cette donnée quand c'est nécessaire, pour des raisons réglementaires, pour des raisons quand un grand groupe industriel a des données, par exemple, et sur des marchés mondiaux, doit se plier aux restrictions, par exemple en Chine, sur le marché chinois, ou en Russie. Okay. Effectivement, il y a le pouvoir appliquer les règles en vigueur, c'est plus simple avec la virtualisation de données, puisque voilà, comme vous ne déplacez pas la donnée, ça permet de gérer ça de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Un petit peu sous forme de conclusion déjà, on parle d'augmentation exponentielle des données. Comment vous vous situez dans cet aspect-là, même si sur la virtualisation, c'est uniquement un problème d'adressage? Est-ce que vous voyez des limites justement sur cet adressage de données et comment vous voyez évoluer ces volumes de données? Alors comme tout le monde, on constate effectivement une augmentation importante du volume de données, mais ce qu'on constate surtout, c'est que le mouvement qui a toujours consisté à répliquer ces données. C'est-à-dire qu'il y a plus de données, mais on continue toujours à la répliquer, d'accord? Et on voit qu'il y a une vraie prise de conscience aussi que finalement, on réplique trop physiquement la donnée, d'accord? Et ça devient intenable, en fait,
puisque le volume augmentant, ce qui était finalement des réplications intermédiaires avant, après consommation, c'était gérable jusqu'à présent, mais maintenant, face à tel volume, finalement, le coût de cette réplication, de son intégration, de faire de l'extract, de l'ETL, etc., ça devient intenable. Donc il y a une vraie prise de conscience sur une notion qu'on peut appeler la frugalité sur la donnée, et nous on permet de faciliter. C'est-à-dire que comme on est un outil au milieu de l'architecture qui va permettre d'optimiser toutes ces capacités de stockage et de finalement permettre à nos clients de décider qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de stocker ou pas. Dédupliquer ? Voilà. Comment ? Aider à dédupliquer ? Et ou travailler l'intégrité peut-être des données, la qualité, je veux dire. Alors, dans certains cas, effectivement, on a besoin de la stocker parce qu'on a besoin de faire des traitements dessus et de la nettoyer, par exemple, ou de la dédupliquer. D'accord ? Donc ça, c'est un motif, on va dire, légitime de stocker ces données. Là, je parle plus à tout ce qui vient brouiller un petit peu l'image de réplication intermédiaire qui n'ont pas vraiment de sens, si ce n'est qu'on le fait plus par habitude, alors que l'idée, c'est juste de la mettre à disposition. Donc, pour tout un tas de cas d'usage, on est en mesure d'optimiser, de réduire finalement toutes ces réplications intempestives, entre guillemets, et de se concentrer sur ce qu'on a vraiment besoin de stocker. Ce qu'on a vraiment besoin de mettre sur le cloud parce que c'est moins cher en stockage, c'est moins cher en compute. Ce qu'on veut pouvoir garder peut-être dans des bases Oracle on-prem pour des raisons peut-être de sécurité ou effectivement de souveraineté. Et pour le reste, ou qu'on a besoin de stocker parce qu'on doit faire du traitement et on doit faire de l'historisation, etc. Et pour le reste, c'est en mesure d'offrir que l'image, mais pas éviter de répliquer quand ce n'est pas forcément nécessaire. Mais de toute façon, les données, il va toujours y en avoir. Merci. Il y en a toujours, absolument. Merci beaucoup.